pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture, qu'elle soit américaine ou parisiano-marseillaise. After Eight est un podcast qui parle cinéma, comics, jeux vidéo ou même de séries comme ça va être le cas cette semaine. Assez de hate, on a décidé, parce que ouais, on s'appelle After Eight, mais on a décidé de un peu moins hater. Il y a After dans le titre, alors après la haine, l'amour. C'est vrai, après, au-delà de la haine. On va prendre la défense des faibles en parlant de toutes ces séries sous-estimées, qu'on appelle parfois des guilty pleasures, mais pour nous, c'est parfois des séries cultes. Je suis Daniel Andreev, alias Kamui Robotics sur Twitter, Kamui pour les intimes. Et de l'autre côté de la planète, dans son antre, pour moi, pour animer le show avec moi, j'ai à mes côtés Benjamin François, a.k.a. Quix. Ça va mon gars ? Ouais, une antre maintenant, putain la vache, ça s'améliore pas, hein, mes logements là, j'ai pas trop de chance en fait. T'aimes pas un antre ? C'est pas mal un antre ? Ouais, je sais pas, ça fait un peu bête, mais ouais, pourquoi pas. Ça fait l'antre du dragon, tu vois. Ouais, la caverne. Ouais. Et ben, on va commencer par cette petite séquence où l'on se raconte ce qui nous est arrivé dans la semaine, tout simplement pour parler d'un truc qui nous tient à cœur. Alors Quixou, balance le son. Qu'est-ce qui t'a remué cette semaine ? Alors cette semaine, il m'est arrivé un truc entre guillemets rigolo. Étant donné que maintenant Donald Trump est le seul candidat républicain, j'ai un ami qui sur Facebook a lancé une sorte de pari pour essayer de deviner qui va être son running mate, c'est-à-dire qui serait le vice-président Donald Trump. Donc évidemment, le principe c'est de balancer des noms, et l'idée c'est qu'on parie tous $5 et à la fin le gagnant nous paye un coup. Alors on parie tous, qui ont juste... Alors avec un groupe d'amis américains, on va être une dizaine à participer au pari. Ta bande de potes que j'ai rencontrés, voilà. Les jeunes déjantés. Les jeunes déjantés, ceux-là. Et donc, pour lui envoyer mes $5, comme j'avais pas la possibilité de lui filer en main propre, j'ai utilisé un service qui s'appelle Venmo, qui, il me semble, appartient maintenant à PayPal. C'est une sorte de PayPal, mais encore plus simplifié pour faire des échanges d'argent. Et donc, pour accompagner mon don, j'ai mis un petit commentaire, comme Venmo le permet, parce que Venmo a un côté réseau social. Tu peux faire en sorte que l'argent que tu envoies soit publié sur une sorte de timeline, et puis tu peux mettre le commentaire que tu veux. C'est un peu comme quand tu fais un virement d'argent, je sais pas si toi tu l'as déjà fait, mais moi c'est déjà arrivé qu'un pote me fasse un virement en mettant pute et coke. Comme ça, si jamais la banque me posait des questions pour savoir qu'est-ce que c'était que ces 30 € pour pute et coke, j'avais l'air d'un con. J'ai jamais de potes comme ça. Alors c'est une blague qui mine de rien est assez commune. Hein. Pour une pizza, il y a des gens qui mettent anthrax ou des choses comme ça. Et moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que avec mes $5, j'ai mis ma liste de noms potentiels. Et donc pour les vice-présidents avec Donald Trump, j'avais pensé à David Duke, qui est donc un ultranationaliste proche du Ku Klux Klan. J'avais pensé à Muammar Kadhafi parce que personne n'a dit à Donald Trump qu'il était mort. Et puis il est pote avec certains démocrates encore, donc peut-être avec Kadhafi. Peut-être, ce qui était un grand démocrate, hein, comme tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Et j'avais ajouté Skeletor parce que je me suis dit que Donald Trump et Skeletor c'était un ticket présidentiel qui me semblait tout à fait convenable. Moi j'aurais mis Dr Doom, mais c'est vraiment dans le même esprit. Hein. La chose que j'ignorais et que je l'ai appris à mes dépens, c'est que Venmo a un algorithme qui surveille les commentaires avec les dons. Et, surprise, Muammar Kadhafi est sur cette liste. Et mon paiement s'est retrouvé bloqué. Et non seulement mon paiement s'est retrouvé bloqué... Kadhafi ouais, je suis sûr que c'est Muammar Kadhafi parce que... alors, au début, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est Skeletor. Ça se trouve, les mecs, ils ont peur. Mais en fait, non, c'est vraiment Muammar Kadhafi. Car, environ une douzaine d'heures plus tard, j'ai reçu un email. C'est un email qui suit un template tout à fait standard, mais un email qui me dit voilà, nous avons détecté que vous avez fait un paiement avec comme motif David Duke, Muammar Kadhafi et Skeletor. Nous voudrions savoir pour quelle raison vous avez utilisé le mot Muammar Kadhafi. Et en fait, ils disent que ils suivent une loi et que donc il y a des mots comme ça qui triggerent une alarme. Donc je me suis un peu renseigné et effectivement, il y a toute une liste de mots comme ça. Dont Anthrax, mais aussi Syria, Kadhafi, Saddam Hussein, ISIS, Daesh, enfin tous ces mots-là.
qui vont trigger une alarme. Est-ce que tu crois que Poutine trigger des alarmes? Je sais pas si Poutine est dans la liste, mais peut-être. En même temps, la liste de mots n'est pas publique. Il y a des gens qui ont fait des recoupements avec tous les avertissements qui ont été reçus. Et c'est là que tu te rends compte de l'absurdité de la situation. C'est que l'objectif, c'est d'empêcher de faire des virements. Bah, par exemple, des gens qui feraient des virements d'argent vers la Syrie ou des gens qui feraient des virements d'argent depuis les US pour faire des dons à des organisations terroristes. Si t'es un terroriste, tu mets couche Mais mon bébé. Tu mets pizza, voilà. Et c'est le côté complètement absurde de la politique ultra sécuritaire, c'est que les gens normaux qui font des blagues se font flaguer et que les vrais terroristes qui sont pas assez cons pour écrire des mots qui vont trigger, ben eux ils passent à travers les mailles. Donc c'est l'illusion de la sécurité, c'est de la connerie absolue. Moi j'ai envoyé un mail à Venmo en expliquant pourquoi j'ai mis Muammar Kadhafi. J'ai pas reçu de réponse, donc je m'attends à recevoir une convocation pour un entretien en tête-à-tête avec une personne du gouvernement, et je déconne même pas, il y a des chances que ça se produise, et à qui je vais devoir expliquer la raison pour laquelle j'ai employé le mot, quoi. Tu sais quoi, pour le bien de notre show, j'espère que ça va arriver. Genre, ça serait vraiment tellement bien comme anecdote. Bah l'anecdote, du coup, je raconterai ce qui s'est passé à l'entretien, mais voilà. Ah oui, donc non, ça serait tellement bien. C'est genre, la j'imagine beauté. le mec qui est en train de tapoter avec un stylo sur la tête. Si tu peux l'enregistrer, mon gars, t'es le roi. Non, je pense que je ne l'enregistrerai pas parce que j'ai quand même pas envie de me faire expulser des USA. Mais c'est là où tu vois l'absurdité des politiques de surveillance de masse qui, au final, créent tout un tas de bruits et qui, au final, foutent le bordel, filent du boulot aux gens qui sont censés intercepter les terroristes et font perdre leur temps à tout le monde. Donc ça, c'est une preuve absolument parfaite de l'inefficacité et de la débilité de la surveillance de masse. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Qu'est-ce qui t'arrive à toi, Daniel? Toi, j'espère que le FBI ne te surveille pas. Écoute, je me régale avec tes anecdotes de FBI. Écoute, moi, bah, c'est toujours une période un peu trouble et complexe parce que je suis encore en période de deuil et toutes les histoires et les cérémonies ne sont pas terminées. Et en plus, évidemment, tu sais, c'est ce proverbe africain qui dit quand un vieillard meurt, en fait, c'est une bibliothèque qui part dans un incendie, quoi. Ouais. Et bah là, du coup, il me reste pas mal de questions et des choses que j'aurais bien voulu poser. Enfin, tu vois, des histoires familiales. J'aurais bien voulu parfaire le brouillon d'un bouquin que je publierai un jour. Ouais. Et alors ma sœur me fait, mais attends, tu n'as jamais lu le livre de ma grand-mère? En fait, je viens d'une famille d'écrivains du côté paternel et ils ont tous au moins écrit un bouquin un jour. Même ma grand-mère, et je l'ai découvert un peu, j'étais un peu estomaqué, j'ai fait quoi? Elle a écrit un bouquin? Du coup, Ouais. elle raconte sa jeunesse en Russie et comment ils se sont fait décimer. Ils étaient les socialistes révolutionnaires, et les socialistes révolutionnaires, il faut expliquer, c'est ceux qui étaient arrivés juste après le tsar, donc ils étaient contre le tsar, mais ils étaient aussi contre les communistes, donc ils ont tout perdu. C'est ceux qui ont vraiment tout perdu, c'est ceux qui... Et ils ont pas eu de bol. Et donc elle raconte, et donc elle m'a filé ce bouquin, et c'est assez troublant de... Putain, je suis en train de me dire, quelle famille, à chaque fois qu'il y a un mec qui meurt, à chaque fois il faut lire son bouquin, et ouais, tu vois, c'est très bizarre pour moi. Et là, je te lis juste la première phrase du bouquin, c'est « We were slowly dying in a hungry and frigid Moscow ». Genre, tu vois... Bonne ambiance. Tu vois le ton du truc, quoi. Ouais. Et je le lis pas en russe, je le lis en anglais, puisque c'est la trad. Je me suis dit, je vais pas me le farcir en russe aussi. Et du coup, pour me changer la tête, et ben écoute, j'ai repris le cinéma un petit peu. J'ai vu X-Men Apocalypse, qui est... Est-ce que tu es sous NDA ou est-ce que tu as le droit de dire comment c'est? Je suis plus sous NDA du tout, donc je vais dire, je crois qu'il sort même le mercredi, le jour du podcast, donc je vais être sans spoiler, mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Écoute, c'était pas la daube annoncée. Alors c'est marrant parce que moi j'en ai entendu beaucoup de mal, donc... Oui, il va se faire casser, mais tu sais, l'année dernière, j'étais celui qui trouvait des qualités à Fantastic Four. C'est vrai. Le premier tiers de Fantastic Four, j'en démords pas, est vraiment pas mal. Et bah là, en fait, il y a quelques trucs qui sont pas mal et il faudrait que je revienne en détail sur tous les éléments, et on a choisi de pas le faire, et puis surtout parce que ce serait vraiment être un connard que de spoiler un film qui est à peine sorti. Ou même pas sorti. Ouais. C'est vraiment un fils de pute quand même. Et je me suis aussi tapé Un homme à la hauteur dans un autre genre on parle du film, hein, on est d'accord, tu t'es pas tapé un homme. Non, oui, le film avec Jean Dujardin et la blonde Virginie Efira qui joue
tous les rôles de rom-com, et qui est une rom-com basée sur un simple concept. Genre Dujardin est un nain, mais en plus il n'est pas vraiment un nain, il est un nain en CGI, tu vois. Genre tu vois clairement qu'il y a un problème de rapport d'échelle. Tu vois que tout ça a été fait par ordinateur et c'est très très perturbant. Il n'y a pas un seul moment où tu y crois. Et les seuls moments où tu y crois, c'est quand la caméra est, tu sais, ils font des angles un peu différents pour faire croire qu'avec la distance. Ou alors il est à genoux. Ouais, voilà, c'est exactement ça, des vieux tips quoi. Et c'est très, j'ai perdu mon temps. Voilà, Moi je me demandais, j'ai préféré X-Men à un homme à la hauteur. Si tu veux. je me demandais un truc. Est-ce que si c'était pas Dujardin, est-ce que si c'était un mec que tu connais pas, est-ce que ça serait pas plus crédible? Parce que Ah Dujardin, mais bien sûr. dans ton Non, mais inconscient, tu sais qu'il est pas petit, donc peut-être que ça c'est joue. le non même problème que pour moi les héros de super-héros au cinéma, c'est qu'il faut pour le héros, il faut prendre un inconnu. Parce qu'un inconnu, tu n'as pas d'image, et pour le méchant, tu prends quelqu'un, garde Virginie et Fira tout ce que tu veux, mais prends un vrai homme de petite taille, quoi. Et Ah bah tout à fait. Il Ouais, fallait non, mais mieux prendre un évidemment, vrai même de petite taille, mais ouais, non mais aux États-Unis, ça serait pas possible parce que ça ferait trop blackface, quoi. Tu sais, tu peux pas faire un sketch avec en te maquillant la tête de noir et pour faire le black de banlieue, c'est pas possible ce genre de truc. En France, t'en as encore. Et moi du coup, à chaque fois que j'en vois, ça me perturbe. Et là, ça m'a perturbé. Et je veux juste finir ce truc, ce petit aparté. Puisque à l'heure où nous parlons, j'aurais lancé le petit frère. C'est même pas le petit frère, c'est le cousin. Je sais pas comment le définir. La galaxie Robotics, la galaxie podcast de Robotics s'est agrandie. le Robotics Podcast Universe. Le RPU. Et alors, je suis très content. Je suis très. Il m'apporte énormément de joie. Presque. C'est pas la même joie que de te parler toi, parce que je kiffe te parler aussi. Parce que notre relation est unique, Loulou. C'est pour ça. Voilà, exactement. Les gens vont savoir. Et alors, c'est un podcast qui s'appelle, attention, Super Ciné Battle. Je mettrai de la reverb, promis. mets-moi de la reverb, s'il te plaît. Et en plus, c'est moi qui m'assure de la technique, alors c'est moins bien que After Eight de ce côté-là. Et Écoute, moi je l'ai écouté car je suis dans le secret des dieux et tu t'en sors très très bien. Oh, t'es gentil comme tout. J'ai besoin de chaleur humaine en ce moment. Non, vraiment, il y a pas de problème, c'est du bon boulot et c'est un excellent podcast et j'ai vraiment beaucoup rigolé en l'écoutant. Donc en ce qui me concerne, pourquoi tu as rigolé? C'est parce que c'est un podcast que j'anime avec le dénommé Papa, GK Plugin Baby sur Twitter. Alors j'espère que vous y avez accès, et c'est supercinébattle.fr, et normalement on est sur iTunes aussi. Et venez nombreux. Alors, et en fait, je vais vous expliquer en 2 mots, c'est très simple. Super Ciné Battle, c'est un podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. On prend vos listes, oui, celles des auditeurs, sauf pour l'émission 0 et l'émission 1. Donc on prend les listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime de cinéma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un débat entre moi et Papa, et on rigole vraiment, parce que d'abord on a eu je pense la bonne idée de commencer par les années 80, parce qu'on va faire décennie par décennie. Ah, c'est une bonne idée, il y a des très très gros morceaux dans cet épisode. Et oui, et en plus parce que les années 80 se feraient toller par les années 70 en fait, si tu regardes en termes de qualitatif. Et on voudrait pas que même les meilleurs films des années 80 se fassent ratatiner par les 70s. Parce que c'est une décennie qu'on adore, hein, voilà, c'est pour ça. Mais du coup, vous allez catégoriser par décennie? On va faire par décennie, je pense qu'on va en faire un certain nombre en décennie années 80, et ensuite on va basculer en années 90. On a eu de très bonnes listes de nos amis, et aussi celle d'un dénommé Quix. Les premiers films mentionnés sont hilarants. Et le principe de l'émission, pour ceux qui vont découvrir en écoutant After Eight, c'est que les gens nous envoient pas forcément des bons films en fait, parce que s'il y avait que des bons films ça serait pas rigolo. Ils nous envoient aussi des nanars. Ah mais c'est parce que classer les nanars et les daubes, c'est presque encore plus dur que les bons films, je trouve. Enfin, je sais pas. Je vous spoil pas les films dont on a parlé, mais on s'est vraiment bien marré, et on a qu'une seule envie, c'est de remettre ça, parce qu'on adore parler de films en fait avec Papa. C'est sans fin,
Et voilà, ça me passionne. Donc c'est supercinébattle.fr. Bah, moi, je suis conquis et j'attends déjà le prochain épisode, donc voilà. Oh, tu es trop choupi. Mais c'est parce que c'est bien, si c'était pas bien, je te le dirais. C'est vrai. En plus, tu as la réputation d'être tellement franc que tu te fais tes ennemis à cause de ça. Ben, moi, j'estime que l'opinion d'un ami est 1000 fois plus valable que celle d'un inconnu, donc quand un ami te dit que tu fais de la merde, c'est que tu fais de la merde, et c'est pourtant bien. Oh là là. Oh putain, vous entendez ça? Avec des amis comme ça, là. Oh là, je suis verni. Bon, je pense on a fini avec notre séquence, je crois qu'on peut passer à notre sujet du jour sur les séries Guilty Pleasures. Parti. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Alors, et si on parlait de nos séries plaisir coupable, hein, Quick, ça te dit, hein, ça te parle ce sujet. Ah, mais j'ai tellement de souvenirs. Moi, j'étais un enfant téléphage. J'avais pas beaucoup d'amis dans mon quartier de mon âge, donc je regardais énormément la télé. Alors, les séries des années 80 qui étaient toutes pourries mais qui sont des plaisirs coupables, j'en ai une palanquée. Moi, j'étais dans une famille intello, j'avais pas le droit aux séries, les trucs nuls. Mais par contre, ma mère adorait, tu vois, genre Drôle de Dame, c'est elle qui m'a initié. Ma mère, c'était la reine des séries plaisirs coupables et je regardais ça avec elle. Bon, on va pas raconter nos lives déjà. De toute façon, nos lives, on va assez les raconter pendant le sujet, je pense. Je pense aussi. Avant de proposer ce sujet, en fait, on pensait faire une émission consacrée à nos séries préférées de tous les temps. Voilà, X-Files, Twin Peaks, Lost. The Wire pour moi, excuse-moi. Mais j'ai pas encore vu The Wire, ça sera sûrement dans mon top 3 quand je l'aurai vu. Mais on s'est dit que c'est quand même un peu banal, un peu véhiculé, et on va peut-être le faire plus tard. Donc on voulait faire quelque chose de différent et puiser un peu dans nos souvenirs. Et on va parler un peu de nos guilty ou des séries qui nous font vibrer. Et la première chose qui nous est venue en tête en préparant ce sujet, c'est-à-dire à peu près 30 minutes avant qu'on enregistre. Comme d'hab. Nous, on n'est pas le genre à regarder Wikipédia avant. Putain. Non, c'est spontané. C'est pour ça que moi j'aime bien. Ah ouais, nous c'est exactement ça. Donc le premier truc qui nous est venu en tête, c'est les séries à véhicule. Parce que qu'est-ce qu'il y a tout de suite. Qu'est-ce qui symbolise le plus ma jeunesse qu'une série à véhicule? Et on s'est envoyé la vidéo de Street Hawk, à savoir Tonnerre Mécanique. Mec, Tonnerre Mécanique. Et genre, cette série a tellement marqué mon enfance, alors que... Mais la mienne aussi. Alors qu'il y a 13 épisodes. C'est ça que j'ai trouvé complètement fou. Quand j'ai eu accès à Internet, un des premiers trucs que j'ai commencé à faire, c'était faire des recherches sur tout et n'importe quoi. À l'époque, Wikipédia n'existait pas. Et puis par curiosité, un jour, je recherche Tonnerre Mécanique pour avoir des infos sur la série. Et quand je me suis rendu compte que la série avait 13 épisodes et qu'ensuite elle a été annulée, moi qui avais l'impression que quand j'étais gamin j'en avais vu des centaines, je m'étais jamais rendu compte qu'en fait ça avait été rediffusé 50 fois et que je regardais tout le temps la même chose. Alors je me croyais intelligent parce que j'arrivais à deviner la suite de l'épisode, mais en fait non, il y a eu 13 épisodes. Et c'est vrai que on va se limiter aux séries télé live, on va pas parler des dessins animés, mais les séries à véhicules, voilà, Tonnerre Mécanique. Dans Jem et les hologrammes. Voilà, mais Tonnerre Mécanique, K2000, Supercopter, je pense qu'avec ces trois-là déjà... Mais Tonnerre Mécanique est tellement bizarre incroyable. parce que genre bon, c'est un mec avec une moto balèze qui roule super vite et un laser à bord de la moto et c'est tout quoi. Et le mec symbolisait tellement ce que tu sais l'héroïsme de base des années 80 quoi. Il était beau gosse, le brushing, il avait une origin story à la Robocop parce que c'était un ancien flic, enfin il faisait partie d'un programme expérimental. Il avait le sidekick à lunettes. Ouais, le geek. Le geek à lunettes, et ça c'est aussi un template des années 80. Sous-entendu, un peu le geek fudge, tu vois, c'est un peu ça. Et on retrouvera ça dans Riptide un peu. Dans Riptide, ouais. Et vraiment cette série m'a marqué. Et alors il y a un truc fun fact qui m'avait halluciné,
tu sais que bah du coup, alors, moi j'ai fait comme toi, YouTube. Dès que j'ai eu accès à YouTube, je suis allé voir le les générique de Tonnerre les génériques Mécanique, des années 80 et celui de Street Hawk, la voix qui fait The Man, The Machine, Street Hawk. Et ben en fait, c'est Ernie Anderson, c'est le père de Paul Thomas Anderson. Oh Qui fait putain, la voix et genre ça m'a halluciné. En fait, ce mec a une voix super connue. ce Aux trivia de États-Unis. fou. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ce mec en fait a une voix super connue. Il faisait toutes les musiques de pub et les voix de pub et les voix. Et du coup, pendant des années après sa mort, parce qu'il est décédé, et ben on a encore entendu sa voix dans plein de pubs locales dans les États-Unis. Putain, et cette voix quoi, the Man, the Machine, Street Hawk. Et alors, Putain. ce qui est génial, c'est que les trois séries ont un schéma à peu près similaire. Mais ce qui est génial avec les trois, c'est qu'elles ont toutes les trois un générique qui est absolument fantastique. Je crois que celui qui est le plus 80, c'est peut-être celui de Street Talk quand même. Mais, Ouais, mais alors il faut que je te dise, moi, enfin, comment te dire, Airwolf est ma série culte de voilà. peut-être Et, de tous les et moi, temps. c'est Knight Rider. Alors, vas-y, c'est- commence sur Airwolf. Et c'est pas pour rien que, enfin, Airwolf. Comment parler d'Airwolf Donc quand- Supercopter hein, en France. ça a été mon pseudonyme quand j'ai commencé à écrire dans Gamecult. C'était à fait. c'était une série qui était géniale parce que c'est des mecs qui se retrouvent avec un hélicoptère extraordinaire et le scénario de base c'est ils vont péter la gueule des communistes un épisode sur deux. C'est vraiment l'incarnation des séries américaines des années 80. Il y a un héros vraiment charismatique Qui s'appelle Yann- Stringfellow Hawk quand même, faut le faire. Yann Michael Vincent, tu peux pas faire plus incroyable que ce héros-là, à part le mec de Street Hawk. Et il y a un de mes acteurs préférés de tous les temps, qui est Ernest Borgnine. Non mais Enfin, vous savez je veux parler avec l'accent canadien. Non, il est formidable Ernest dire- Borgnine. Non, bah, Ernest Borgnine, qui est, enfin, je veux dire, pour moi, c'est genre vraiment le jour de sa mort, c'était un deuil quoi. Le mec, il est Dirty Dozen, enfin tu vois le pont de la rivière. C'était un monstre de charisme, il était formidable. C'est un mec qui a été oscarisé quand même. Il a été oscarisé et pendant très longtemps c'était l'oscarisé le plus vieux du monde. Bah, et maintenant il est décédé. Maintenant c'est Kirk Douglas quoi. Mais vraiment c'est une série qui a marqué mon enfance, mon imaginaire. Je suis très 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 fan. Enfin, cette musique, enfin tout était parfait dans cette série. À part le fait que bah ça rebondit, les rebondissements, c'était des épisodes à chaque fois c'était 1 heure, t'avais une mission et puis il y avait pas de continuité. À l'époque, il y avait pas encore de season finale, de trucs de suspense, de story arc, et c'est le propre de toutes ces séries un peu militaires. Est-ce que parfois il y avait des épisodes en 2 parties? Parce que je sais que dans K2000 par exemple, ça arrivait. Oui, quand il y avait Car. Oui, mais notamment, mais pas uniquement. Il y avait aussi des fois des épisodes en 2 parties. Car c'est un petit élément de continuité parce qu'on le retrouve dans plusieurs épisodes. Mais des fois, il y avait des épisodes en 2 parties avec un à suivre à la fin. Est-ce qu'il y avait ça dans Supercopter? Non, non, c'est très rare, et en fait, en plus, c'est une des séries qui a vécu une fin assez compliquée puisqu'en fait Yann Michael Vincent a fait son Robert Downey Jr. Il était pris dans des histoires de drogue et il fallait le retirer de la série, et du coup ils ont mis son frère St. John à la dernière saison. C'est nul à yesh, et ça c'est un truc récurrent des séries des années 80. C'est quand il y a trop de succès, quand il y a le succès devient tel qu'ils montent à la tête et qu'ils ont du mal à négocier soit les contrats, des acteurs, soit il y a des histoires de cam, on les remplace par d'autres acteurs. C'est arrivé dans Dukes of Hazzard. Dukes of Hazzard, les cousins, putain, je me rappelle de ça. Quel cauchemar. Shérif Fais-moi peur, et qui a aussi alors moi je te dirais pas que c'est un guilty complètement assumé parce que j'adore les méchants Boss Hogg et Roscoe et Coltrane. Cletus, et même il y a plein de personnages secondaires qui sont vraiment touchants, et puis l'impact de Daisy Duke, puisqu'elle a donné littéralement son nom à un short on dit encore aujourd'hui Daisy Duke. Enfin, je veux dire, c'est une série qui a eu un énorme impact et elles ont été sous-estimées. Il faut voir que toutes ces séries à l'époque, elles étaient détestées par l'intelligentsia. Moi, dans ma famille, mon père m'interdisait de regarder ces trucs. Une des raisons pour lesquelles elles étaient détestées, c'est parce qu'elles passaient sur la 5 de Berlusconi aussi. Il y a aussi ça. En France, elles passaient sur la 5, et en général, quand ça passait sur la 5, tu sais que toi, gamin, tu vas t'éclater. Ah, mais c'était la meilleure chaîne des enfants, la 5. Ouais. C'était formidable. Mais oui, il y avait toutes les séries de Belisario, de Stephen J. Cannell, de Glenn Larson. Ouais, enfin toutes ces séries un peu militaro se retrouvaient là-dedans, quoi. Et toi alors c'était toi c'est K2000. K2000. Moi c'est plutôt K2000. En fait K2000,
c'est quand même la série. Quand j'étais gosse, moi je regardais David Hasselhoff dans K2000 et c'était formidable. Quand j'étais gosse, ça me donnait l'impression qu'avec une permanente, une chemise de bûcheron largement ouverte sur tes poils apparents, tu pouvais serrer toutes les nanas de la terre. Faut quand même se rendre compte que David Hasselhoff dans K2000, dans tous les épisodes, à chaque fois, il y a une nana en détresse et à chaque fois, il la chope avant la fin. Et alors, c'est incroyable. Il y a le stéréotype de base de cette série, c'est que quand même, il a une voiture qui coûte des millions de dollars. Il parle à sa montre. Il la commande via sa montre en parlant dedans et qui est dotée d'une intelligence artificielle supérieure à Siri d'aujourd'hui. Elle était merveilleuse. La voiture était incroyable et avec cette super voiture, bah, il va de comté en état pour essayer d'avoir pour essayer d'avoir la peau du shérif local corrompu, quoi. Ce qui est marrant, c'était la démesure des moyens investis pour obtenir un si petit résultat était sidérant. Quand tu regardes ces séries, à chaque fois, c'est des séries qui sont toujours un peu réac, tu vois. C'est toujours des vigilantes, c'est toujours des mecs comme ça qui se bastonnent et qui font la justice eux-mêmes. Putain, Airwolf, on en parle même pas, c'était une usine à propagande, mais... mais Belisario s'en est jamais cassé. Je crois qu'il a fait le Jag après. Ouais, je crois aussi. De toute façon, ces mecs-là, à l'époque, les Stephen G. Cannell, les Belisario, c'est des gars, ils transformaient les séries en or, ils sortaient un concept et hop, la série, ça devenait un succès. Ce qui est quand même marrant dans K2000, c'est que souvent, ils se tabassaient contre des rednecks. Et ça, c'était une petite particularité marrante. Il y avait des rednecks, il y avait des proto-fachos, quoi. C'était toujours très local, K2000, ouais. Alors que Airwolf, il y avait des prétentions internationales. Street Hawk, c'est pareil, c'était très local, c'était, le mec qui... Le mec qui défendait la ville. Bon, après, sur 13 épisodes, ils ont pas pu développer beaucoup, mais... Il y avait un truc que j'adorais dans Street Hawk, c'est qu'il sort de la base. Alors, moi, les sorties de base, c'est mes séquences préférées dans toute série confondue. C'est toujours déjà, dans Goldorak, c'est les meilleures Goldorak, la sortie de base, qui est la meilleure sortie de base de tous les temps. Mais celle de Street Hawk, il y a un panneau publicitaire pourri qui s'ouvre en deux. Et genre personne n'a jamais crié, genre il y a jamais personne dans cette ruelle. Et il sort avec un jump géant. Ouais, non, c'est merveilleux. Ah non, mais oui, alors qu'il suffirait juste, tu sais, un ascenseur, je sais pas, une porte dérobée à la con et hop, ça passe. Quoi. Bon, on a beaucoup parlé des séries à véhicules parce que mine de rien, chez Fais-moi peur, tout était mis sur les cascades en bagnole avec General Lee, la fameuse Dodge Charger orange. Est-ce que t'as un guilty genre polar ou un truc de genre assume un petit peu là. Écoute, tout à l'heure, tu l'as name drop en parlant des geeks. Moi, j'étais un énorme fan de Riptide. Alors, Riptide, c'est un peu bizarre comme série parce que ça a été créé par Stephen G. Cannell, mais tu sens qu'il y a une inspiration à mort sur Magnum, parce que c'est une équipe de détectives privés qui vivent sur un yacht et qui ont un hélicoptère avec une espèce de grosse bouche dessus. Enfin, l'hélicoptère est fantastique. Et ils sont potes avec un geek qui est Murray Bozinski. Le mec qui a un espèce de robot orange qui ressemble à Casimir. Enfin, c'était toujours alors, t'as les deux beaux gosses, et le geek. Les deux beaux gosses qui, évidemment, passent leur temps à séduire les nanas. C'était Cody et Nick. Nick et Cody, voilà, et les gars, ils étaient incroyables. Il y en avait un qui ressemblait à Magnum, déjà, il avait la même moustache que Tom Selleck. Et tous les deux ils passaient leur temps à serrer les nanas, pareil. Enfin, c'était des stéréotypes extrêmement macho, viril, le beau gosse détective qui à chaque fois serre la nana à la fin. Mais Miami Vice, on peut plus dire que ça soit un guilty parce qu'elle a été vraiment remis en avant avec le succès de trou de mémoire du film. Le film a remis au goût du jour la série, quoi. Après, ouais. La série restait un guilty parce qu'elle était dans la droite lignée de tous les autres trucs. C'était quand même bas du front. C'est la nostalgie qui joue à fond quand tu regardes ça, mine de rien. Ouais, mais le fait que Michael Mann soit devenu une méga star. Ah oui, ça. Mais bon, Michael Mann était déjà une star avant Miami Vice, donc. Oui, d'accord. Mais Miami Vice, le fait qu'en plus il a fait un film lui-même de cette propre série. Bon, après, le problème de Miami Vice, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle. J'ai une vision de Ariel Dombal qui se caresse avec un glaçon. Alors, et ça c'est véridique, vous pouvez aller le chercher sur YouTube. Mais voilà, il y avait Riptide. Mais alors, je crois que mon plus gros guilty pleasure, et là j'y pense parce que je sais pas si t'entends, mais il y a les sirènes. Les sirènes, tu les entends derrière moi. Voilà, il y a les sirènes derrière toi. Donc je pense que c'est les pompiers, mais ça me fait penser à la police. Et moi, mon guilty pleasure. Et mine de rien, je pense ça a contribué énormément à me donner envie de vivre aux États-Unis et notamment en Californie, Los Angeles. C'est Chips. Alors cette série,
C'est les mecs, ils ont réussi à faire je sais pas combien de saisons sur 2 motards de la California Highway Patrol. Qui était pas très sexy en plus. Hein. Alors, Eric Estrada, il était quand même BG. Il a le petit charme latino quand même. Bon, l'autre, il était un peu, voilà, John Baker, il était un peu quelconque, quoi. C'était le blondinet, mais Chips, ça m'a tellement fait découvrir de stéréotypes et de trucs, genre Halloween, les célébrations d'Halloween, les gamins qui vont de porte en porte déguisés pour avoir des bonbons, j'ai découvert ça dans Chips. Les skateparks, j'ai découvert ça dans Chips. Ce que tu veux dire, c'est que notre podcast Paris, Los Angeles, en fait, c'est grâce à Chips un peu. Ah, c'est grâce à Chips complètement. Ah, quelle horreur. Parce que moi, par contre, alors Chips, genre, m'a toujours fait chier. Alors, c'est trop chiant. Moi, ça me vendait du rêve. Je trouvais ça incroyable. Après, j'étais un peu plus jeune que toi à l'époque où ça passait, donc peut-être que... Moi, j'étais plus... Si c'est les trucs de flics, j'étais plus 21 Jump Street, déjà. Ouais, 21 Jump Street avait un positionnement différent aussi. 21 Jump Street, en France, en tout cas, aux États-Unis, je sais pas comment c'était. Mais en France, il était diffusé pour les ados. Ouais, voilà. Ça passait le samedi après-midi, non, je crois, un truc comme ça, ou le dimanche. Non, et après, il y a les diffusions tous les jours et tout ça. Et c'était Dorothée, c'était dans le cadre de Dorothée, tu pouvais même voter pour ta série préférée, tu sais, le fameux coup du Minitel tous les mercredis. Ah oui, c'est vrai. Et 21 Jump Street était numéro 1 jusqu'à ce qu'il lance Hélène et les garçons et toutes ces belles séries de qualité. Et alors, par contre, Hélène et les garçons n'est pas du tout un guilty, je préviens tout de suite. Ah, bah, pour moi, c'est un guilty. Enfin, les gens qui ont lu mes critiques d'Hélène et les garçons et des séries AB Productions sur Sens Critique ou sur mon blog le sauront. J'ai une affection toute particulière pour ces séries qui sont toutes plus pourries les unes que les autres, on va pas se mentir, mais elles représentent leur temps. Tout à fait. Et j'avais même, attention, je personnel branding, j'avais interviewé Patrick Puydeba il y a quelques années et le type est tout à fait conscient de ce qu'ils font et pour lui, si ça donne du plaisir au public, bah c'est l'essentiel quoi. Il s'en bat les couilles et il y a quand même encore un public derrière. Enfin, les mystères de l'amour sur TMC, ça marche, tu vois. Non seulement de personnel de balancer du name dropping et en plus d'être vulgaire. Allez, je pense qu'il faut simplement dire que tu urines aux côtés du scénariste de Lost. Écoute, moi de toute façon Lost ça reste une de mes séries préférées, mais oui, on a la production il y a la production de The Leftovers qui est dans le même immeuble que ma boîte et donc je croise Damon Lindelof de temps en temps, donc si vous avez des insultes à lui faire passer, eh ben c'est pas la peine, je lui dirai pas. Mais en plus, je pense que les scénarios, il les établit comme ça, en pissant. C'est pas impossible. Mais je le croise toujours aux toilettes, c'est ça qui est fou, je le croise jamais dans le couloir ou au parking, mais où il gare sa magnifique Tesla. Mais non, Oh, il a une Tesla. Oh, il a une Tesla. Au moins, ouais. Il fait quelque chose de bien. Ah, la haine, Daniel, tu vois, tu peux pas t'empêcher. Ah, mais attends, mais Tomorrowland est l'un de mes très mauvais souvenirs. Moi, j'ai fait le choix de le pas le voir, donc comme ça va. Ouais, non, mais tu sais, je connais des gens qui aiment ça. Hein, Et maintenant qu'on a parlé des flics, je pense qu'il faut parler. Il y a un truc même en préparant, parce qu'on est tellement brouillon, les super-héros. Il y a eu quand même des séries de super-héros qui sont très regardables. Et pour moi, Wonder Woman a été considéré comme un truc kitsch. Et en fait, je les ai regardés des milliards de fois, Wonder Woman. Ouais, sur la 5 aussi, pareil. Hein. J'ai souvent dit qu'elle a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais complètement fasciné. J'étais littéralement amoureux de Linda Carter à 4 ans. Est-ce que c'était la même actrice dans Super Jamie ou je confonds? Ah non, c'est pas du tout la même actrice. D'accord, je confonds complètement. Oui, il y a eu Super Jamie. Et ben il y avait Bionic Woman et l'homme qui valait 3 milliards. Ouais, pardon. ouais, non. Il y avait toute une série de toutes ces séries fin des années 70, début 80. Vraiment, les super-héros existaient quoi. Il y avait un truc. Mais Wonder Woman, ce qui était génial quand je le revois régulièrement cette série, c'est qu'elle jouait très sérieusement. Elle est pas du tout campy. Elle joue très premier degré. Même des situations qui sont ridicules. Et en fait, j'étais en train d'y repenser. C'est une série où il y a des nazis, avec des croix gammées et des choses comme ça. Et aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça. Marvel, ils osent plus mettre des croix gammées parce que pourrais plus faire des jouets avec des croix gammées, en fait, par exemple. Ouais. Et ils pensent forcément aux goodies, aux produits dérivés. Et je me suis même demandé si c'est pas à cause de ça que dans Batman v Superman, ils ont transposé les origines de Wonder Woman dans la Première Guerre mondiale au lieu de la Seconde Guerre mondiale. Tu crois pour pas montrer de nazis? Ah, je crois. Et franchement, c'est possible. Hein. Franchement, je me demande si ça fait pas partie d'une démarche globale, enfin pour niveler vers le bas. Et Wonder Woman a été fait. On se dit oh là là, c'était ridicule. Mais en fait, pas du tout. Et surtout, c'est une série qui ne peut plus être faite aujourd'hui de la même manière parce que tout est soit trop dark,
mais c'est dark et en même temps on enlève les détails qui font le sel de ces choses. Si tu enlèves les nazis des origines de Wonder Woman, c'est plus Wonder Woman, et c'est pour ça d'ailleurs un des trucs que j'ai détesté dans Batman v Superman, c'est ce changement d'axe. Mais je sais pas si toi t'as des séries de super-héros que tu kiffes, quoi. Mais De ces années-là, écoute, j'ai vu Parce que moi, au l'incroyable contraire, Hulk moi, comme c'est tout le ma monde à grosse- l'époque. Hulk, gros trauma de mon enfance. Ouais, Mais ouais. c'est presque pas une série de super-héros, parce que Hulk, tu voyais qu'à la fin, et c'était le Deus Ex Machina pour expliquer qu'il allait aller d'une ville à l'autre, quoi. Ouais, Parce c'était que- toujours le même schéma. En fait, il essaye de s'intégrer comme il peut, et puis à un moment, il se passe un truc qui fait qu'il se transforme en Hulk, et il doit partir parce que voilà, il a tout défoncé en tant que Hulk, et c'était un peu tout le temps comme ça, les épisodes Hulk. Après, si ça se trouve, il y a eu que 13 épisodes et j'ai vu tout le temps le même, mais je sais plus. Ah non, Je mais t'avoue. moi, j'ai même vu la version cinéma qui était le pilote. J'y suis allé Ouais. le voir au ciné pour te Il dire. y a eu des téléfilms aussi, je crois. Et il y a eu les téléfilms pas géniaux, mais moi, il y a un truc de super-héros, je peux pas ne pas en parler. Moi, c'est Sankukai. Enfin, les Sentai, en général, les gens savent que j'ai eu dans mon passé, j'ai joué la comédie. J'ai joué dans un Sentai français. Ah bon? Ouais. mais Senkukai, tu vois, quand à la télé, le dimanche après-midi, on avait Magnum qui se battait avec ses petits poings. Et là, Senkukai, il faisait des putains de saltos. Et il pilotait des véhicules à travers l'espace et tout. Oh là là, Senkukai, moi, ça m'a fait ma jeunesse, quoi. Et aujourd'hui, c'est facile de regarder ça en se disant, bah, c'est juste deux ninjas et ils s'habillent avec des filets de pêche et ça devient des super balèzes. Mais il y a un truc, ils avaient une vista à l'époque pour faire les trucs de super-héros et de faire ça de manière très premier degré. Et alors qu'il y a quand même des méchants assez ridicules parce que c'est grâce Ouais, à des méchants carrément. de Sentai. Je suis Cyclotor, tu vois, des trucs comme ça avec des cyclopes débiles. Moi, j'ai une passion pour les séries de super-héros, quoi. Alors, moi, en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a une série, je croyais que c'était une série de super-héros parce que je confondais à cause du titre français. Est-ce que tu te rappelles de L'homme qui tombe à pic? Et Ah en oui, fait, The Fall Guy. avec donc l'Imagers, donc le même acteur que dans L'homme qui valait 3 milliards. Et moi, étant donné que les titres étaient si proches, j'avais l'impression que L'homme qui tombe à pic, c'était la suite. Et quand j'étais gamin et que je comprenais rien, je me disais, bon alors, mais quand est-ce qu'il veut utiliser ses pouvoirs bioniques, Colt Seavers? Et évidemment, il les utilisait pas, parce que c'était pas une série de super-héros. Mais quand j'étais gamin, tu vois, bon, je comprenais pas tout, manifestement. J'attendais toujours que L'homme qui tombe à pic, à la fin, il fasse un truc bionique pour s'en sortir. Et bah ouais, bon, c'était aussi une chouette série, L'homme qui tombe à pic, mais de rien, avec un générique formidable. Même le générique français était chouette d'ailleurs. Ah non, mais c'est à l'époque où les génériques étaient super. Est-ce que tu te souviens qu'il a joué dans une série de ninja ça s'appelait Raven, je crois. C'était une série typiquement M6. C'était vraiment Agence Acapulco meets the Ninja. Ah, Et putain, il était Agence Acapulco. Et il était un mec en chemise hawaïenne qui coachait Raven. C'était ridicule. C'était vraiment une série ridicule. C'est la série de oh merde, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Bah tu vois, je me je rappelle crois pas. que c'est lui, hein. Ça mériterait C'est que je possible, le dise. c'est possible. Et de toute manière, les gens nous rappelleront puisque souviens-toi, la semaine dernière, on avait parlé de Amazing Spider-Man et effectivement, c'est Peter Parker. C'est même pas Peter Parker qui prononce avec de grandes. Et oui, en effet, ça a été ouais, retcon quand- ensuite. Ça a été retcon ensuite, mais J'ai vérifié. Et c'est- tu avais raison. Ah, mais sur les origines de Spider-Man, c'est ma life, mec. Tu Puis, avais raison. il y a eu- tu sais qu'on parle de super-héros, il y a une série de super-héros de Spider-Man au Japon. Tout à fait, bah oui, Le Spider-Man Sentai. Et Il y a qui- énormément de mèmes avec cette série live. Tu sais que je l'adore en plus. Parce que, il faudrait que, tu sais quoi, on fera une émission rien que pour en parler. Parce que c'est vraiment une série extraordinaire. Et qui reboot les origines de Spider-Man au Japon. C'est génial. Il se bat contre les puissances de l'araignée de l'espace. Et c'est disponible en sous-titré si vous avez chercher sur Internet. Voilà. Et, Bon, écoute, on a assez parlé des super-héros. Est-ce que tu veux placer une ou deux séries de plus? Parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Alors, c'est sûr, l'idée c'était pas de faire une liste, on n'est pas dans Super Série Battle. Ouais. Et donc, il y a plein de séries dont on n'a pas parlé. Faut que je dépose ça. Oui, achète le nom de domaine vite. Tu vois, voilà, on aurait pu placer MacGyver, qui est une série que j'ai beaucoup regardée étant gamin. On aurait parlé de Rick Hunter aussi, pareil. Il y en a Mais énormément qu'on n'a MacGyver pas. était vraiment bien écrite en l'occurrence. Et il y a un truc que j'adore, un fact que j'adore avec MacGyver, c'est que c'est une série super populaire des aveugles parce que il narre complètement tout ce qu'il fait. C'est vrai, en voix off, tout à fait. Il fait toute la voix off et il dit moi quand j'étais petit, je mettais un œuf dans le radiateur et comme ça. Et je faisais Pas une bombe vraiment. thermonucléaire.
Et non, mais l'œuf du radiateur, c'est vraiment le truc le plus repris. C'est le truc le plus maboule qu'il ait jamais fait, quoi. Alors, ce qui était maboule avec MacGyver, c'est que il y avait eu toute une polémique parce que t'avais des gens et des gamins qui essayaient de refaire les trucs qu'ils faisaient, et il y a eu des gens qui se sont blessés, qui ont fini à l'hôpital parce qu'ils ont fait de la merde, quoi. Et ça, c'était les polémiques de l'époque étaient quand même assez formidables. T'avais pas besoin d'internet, t'avais MacGyver. Ouais, enfin non, bref. Tout ça pour dire que il y a tellement de séries. Il y en a un paquet dont on n'a pas parlé. Je pense que si il y a des séries, on n'a pas parlé des séries pour ados avec 90-210. Ah, 90-210, c'était mes premiers fantasmes Beverly adolescents, je pense. Ah là là, Beverly Hills. Moi, j'étais même gamin parce que, enfin, la première fois que je l'ai vu, c'était aux États-Unis. Je crois que c'était genre mon premier voyage aux États-Unis, ou peut-être le deuxième. J'avais maximum 10 ans, hein, je sais plus. Et c'était ça et les New Kids on the Block à l'époque, tu vois. et je voyais les New Kids on the Block partout, et je demande à mon cousin qui est beaucoup plus âgé que moi, et je lui dis mais c'est quoi les New Kids on the Block? Et donc je me souviens ces associations d'idées, je me souviens d'avoir découvert New Kids on the Block et Beverly Hills en même temps. Eh ben, est-ce qu'on peut faire plus 90s que ça? Je suis pas persuadé. Bon, bref. Est-ce qu'on peut... Je pense que ce qui serait bien, ce serait que, étant donné qu'on a essayé de couvrir un large spectre de guilty pleasures, mais moi j'aimerais bien que les gens dans les commentaires sur after8.fr nous parlent de leur série guilty pleasure dont on n'aura pas traité, parce que évidemment on pouvait pas traiter tout, il y en a énormément dont on n'a pas parlé. Et on veut rester sous les 45 minutes. Je pense que pour conclure, là ce sera raté, on va faire plus de 45 minutes, hein, je te le dis tout de suite. Merde. Pour conclure, on va juste, d'après toi, balance-moi une série moderne, mais qui, à ton avis, est sous-estimée, presque un guilty, ce que tu veux, vas-y, balance. Alors, série moderne sous-estimée, eh ben, je vais dire Don't Trust the Beach in Apartment 23. Ah qui ouais? était, parce que, je sais que j'avais dit Big Bang Theory, mais Big Bang Theory, c'est les meilleures audiences aux États-Unis en matière de sitcom, même si la série se fait chier dessus, donc c'est pas vraiment sous-estimé. Don't Trust the Beach, ça a été annulé au bout de 2 saisons. Potentiellement aussi parce que ça a été diffusé n'importe comment, mais c'était une série qui était extrêmement drôle, avec en personnages principaux, alors j'ai complètement oublié le nom des acteurs, à part James Van Der Beek qui joue son propre rôle et qui est à hurler de rire. Il y a Kristen Ritter. Kristen Ritter, voilà, tu vois, j'avais oublié son nom, j'allais dire l'actrice principale de Jessica Jones, et la personnage principale qui est une blonde. Actrice. Voilà, le personnage principal qui est une blonde un peu quelconque, dont j'ai complètement oublié le nom, donc voilà, je suis désolé. Mais Don't Trust the Beach, c'est une série qui est extrêmement drôle, avec Kristen Ritter en roue libre complète, qui joue une connasse incroyable, et elle est très très drôle. Mais alors James Van Der Beek, c'est le meilleur. Il est formidable. Il est tout en autodérision. Ouais. Tout en autodérision, c'est vraiment à mourir de rire. Donc je recommande vraiment Don't Trust the Beach in Apartment 23, et si possible à regarder dans l'ordre de production et non pas de diffusion, parce que la 2e saison a été diffusée dans le désordre. Donc ça n'a aucun sens. Oh là là, c'est vraiment compliqué comme du Joss Whedon, là, ce que tu Voilà, c'est extrêmement bizarre. Donc si vous arrivez à trouver l'ordre de production des épisodes plutôt que l'ordre de diffusion pour regarder la série, il y a que 2 saisons, c'est extrêmement court, mais c'est vraiment très très drôle. Don't Trust the Beach in Apartment 23, qui est souvent renommé Apartment 23 parce que Beach sur les networks américains ça passe pas très bien. Toi Daniel, est-ce que tu as un guilty pleasure alors récent? Écoute, moi je vais te donner un guilty pleasure et une hidden gem. Moi d'abord je suis assez fan de L'Homme de Nulle Part. Je sais pas si tu as déjà vu L'Homme de Nulle Part, The Nowhere Man. Ah, ça ne me parle pas du tout. Alors c'était diffusé fin des années 90 sur Canal et sur Jimmy, et c'est avec Bruce Greenwood, donc un super acteur. Et c'est une série en 13 épisodes. Donc en général les bonnes séries comme ça, c'est 13 épisodes. C'est toujours très court. Hein. Enfin, je crois que c'est 13 mais pas plus quoi. Et c'est un mec qui est un photographe et qui tout d'un coup il dîne au resto et il va aux chiottes pour fumer une clope, il revient et tout d'un coup sa femme n'est plus là et tout d'un coup il découvre que toute sa vie est un mensonge. Et ses cartes de crédit ne fonctionnent plus, enfin genre c'est le drame. Et en fait, ça me parle, j'ai jamais vu mais ça me parle. Et il y a à chaque fois des mecs qui arrivent, il va de ville en ville, il est pourchassé, et c'est une course-poursuite, et à chaque fois il se pense qu'il est en lieu sûr, et il y a toujours un mec ou une nana, et genre il se croit en sécurité qui lui fait mais tout va bien, tout va bien, Tom. Mais si tu nous donnais les négatifs, et à chaque fois, c'est horrible. Alors, si vous avez l'occasion, The Nowhere Man, j'adore cette série. L'idée est vraiment super. Je suis fan de Quantum Leap. Je pense que Quantum Leap, c'est presque assez vieux pour être un... Ah, Code Quantum, ouais. Quantum Leap est une des séries où les épisodes m'ont le plus ému de ma vie. L'épisode où il va revoir ses parents, il va revoir son père. Une série qui a pas de fin en plus, hein, parce que ça se termine vraiment en autre boudin. Ouais. Il va revoir il revient c'est un mec qui va
de dimension en dimension. Il retourne Et de corps en corps, surtout. de corps en corps, dans différents moments du temps. Et par moment, il arrive, là, l'épisode dont je parle, il arrive dans son propre corps, mais à dos. C'est extraordinaire. C'est une série Belisario. Et c'est vraiment, vraiment d'un tel niveau d'écriture. Et alors, si je peux surprendre les gens, Hidden Gem, je pense que personne ne peut imaginer, mais Power Rangers RPM, c'est une série pour les gamins. Alors, est-ce que je t'en ai parlé au moins en privé ou pas? Oui, tu m'en as parlé, tu m'as longtemps conté ton amour pour Haïm Saban de toute façon. Alors, je suis fasciné par Haïm Saban et je suis fasciné par la galaxie des séries qu'il a fait. Mais et Power Rangers en général c'est nul évidemment puisqu'ils reprennent les footage japonais et ils bricolent des séries nazes. Et pourquoi Power Rangers RPM est intéressant, c'est parce que c'est la dernière série à l'époque où la licence appartenait à Disney. Ce qui s'est passé, Saban a vendu à Disney a fait des Power Rangers et là c'était la dernière année et ça se sent. Les mecs sont déprimés et donc ils ont fait une série très noire, basée sur un Sentai qui est plutôt drôle, basé sur les voitures. Et là, littéralement, c'est Mad Max pour les enfants. Oh putain. Ouais, non, c'est vraiment Mad Max meets Captain Power, autre série, autre Guilty que j'adore. Non, vraiment, Power Rangers RPM, ça m'a sidéré. Je l'ai découvert sur Netflix US. Je sais pas si c'est sur Netflix français, mais si vous avez l'occasion, si vous voulez voir ce que c'est qu'un produit bizarre pour les gamins, mais en fait étrangement pour les adultes, parce que franchement faut pas prendre les trucs de haut. Moi je m'intéresse à toutes ces séries qui sont marketées pour les gamins parce que c'est parfois t'as des drôles de surprises et Batman par exemple était marketé pour les gamins, mais Batman la série animée était vraiment une série audacieuse. C'est une série très adulte aussi, ouais. Et complètement pour adultes quoi. Sur Power Rangers, je veux juste ajouter un petit quelque chose. On n'en a pas forcément conscience en Europe, mais c'est une série culte aux USA. Ah ouais, non, c'est une série. Il y a un nouveau film qui va réussir. Voilà. C'est une série qui, pour les adolescents à l'époque, c'est l'équivalent de Dragon Ball chez nous. On s'en rend pas compte, mais les Américains, ils ont grandi avec Power Rangers, sans savoir d'ailleurs que c'était qu'ils avaient repompé du Sentai et tout. Pour eux, c'était un produit 100% américain. Ils avaient jamais vu d'autres Sentai. Et les jeunes qui ont grandi avec Power Rangers, ils idolâtrent Power Rangers comme en France, on peut idolâtrer les chaînes les acteurs, ça devient Ball. toujours un événement. La vie des acteurs, le drame des acteurs parfois. Ah, les acteurs en convention, ils ont toujours un succès fou. Et ouais, pour les jeunes adultes, pour les trentenaires à l'heure actuelle aux USA, Power Rangers, c'est leur Dragon Ball, ouais. C'est leur Dragon Ball. C'est une excellente série dont ils ont que des bons souvenirs. Et donc, tu vois, si RPM est plus adulte, peut-être que au final, ça s'adresse à un public un peu plus âgé que je sais pas. Non, un jour il y aura des nostalgiques de ça. Mais il y en a déjà. Hein. Honnêtement, moi les trentenaires que je connais aux USA, ils sont tous nostalgiques des vieux Power Rangers. Incroyable. Et ça sera leur guilty à eux. Ouais, je vais juste placer un hidden gem parce que tu l'as fait juste en 2 mots. Arrested Development. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde Arrested Development. Bah écoute, je sais pas si tu m'as convaincu avec ça parce que je pense que la série te convaincra d'elle-même si tu n'as jamais regardé. Ça a été cancel après 3 saisons parce que c'est un show qui est trop intelligent pour le public américain de séries comiques en fait. C'est extrêmement drôle, c'est d'une extrême finesse. Par contre, ça s'auto-référence en permanence. Et c'est ça qui lui a coûté la vie, je pense, sur les networks, c'est que c'est pas une série que tu peux prendre en cours de route, sinon tu vas rater énormément de blagues. Mais c'est d'une finesse incroyable. Donc voilà, j'avais dit que je dirais rien de plus, mais c'est raté. Il faut voir Arrested Development. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que après tout ça, après toute ce tranche de nostalgie et de badass des années 80, je pense qu'on peut passer à nos recos. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Et After Eight est un titre trompeur, parce que déjà là, on a fait vraiment beaucoup de recommandations en série. On n'a pas fait beaucoup de hate, ouais. Ah là c'était pas de la hate. Et là, on va balancer des recommandations très brèves, du coup, pour la peine. Mon ami Quix, qu'est-ce que tu vas nous recommander cette semaine? Moi, je pense que les gens qui m'ont suivi sur Twitter ont vu, je suis enthousiaste sur le nouveau Doom qui vient de sortir, qui est sorti il y a 2 jours, qui a été précédé par une campagne marketing absolument catastrophique où on te montrait un jeu lent, mou, chiant, où toutes les démos étaient jouées à la manette, ce qui pour un FPS censé être nerveux est quand même super pas bon signe. Et la veille de la sortie, il y a une vidéo, enfin quelques jours avant la sortie, il y a une vidéo qui a circulé, qui a été diffusée par Nvidia, et la veille de la sortie, elle est arrivée en version un peu plus clean, donc c'était pas du
du lost footage. Il est génial. Le jeu est formidable. Il est extrêmement rapide, nerveux, brutal. Évidemment, si on joue au niveau difficulté élevé, parce que si on fait comme Squeezie et qu'on joue en mode facile, c'est une promenade et c'est nul. Non, il faut y jouer au niveau difficulté élevé. Arrête de balancer. C'est dur de jouer et de parler en même temps. Il fallait de la hate. Donc voilà, Squeezie, tu pues. Non, arrête. Doom... il a l'air très gentil, ce gars, franchement. En tout cas, à la manette et sur Doom, il pue. Après, il est peut-être gentil, j'en sais rien. Okay. Non, vraiment, il faut jouer à Doom au niveau difficulté. Il est adorable. C'est vrai, c'est possible. Juste, comme tu es en train de casser ma hate, c'est pas bien. Désolé. Il faut y jouer au niveau difficulté élevé parce que le jeu te le dit lui-même, il faut jamais rester immobile. Il faut bouger en permanence. Donc c'est un jeu qui est frénétique, qui est furieux, rapide. Alors oui, il est pas parfait. Il y a 2-3 trucs qui évidemment fonctionnent moins bien, genre la tronçonneuse est pétée, le feeling aux pompes est moins bien que dans Brutal Doom, mais ça reste quand même vachement mieux que plein de FPS. Et jouez-y sur PC parce que voilà, il faut y jouer au clavier à la souris. Même si apparemment quelqu'un m'a dit que même à la manette, même en niveau difficulté élevé, c'était chaud mais faisable. En tout cas, moi je suis enthousiaste. Ce Doom est un bon cru, contrairement à tout ce qu'on a pu voir pendant 1 an. Et moi je comprends toujours pas la campagne marketing de Bethesda, c'est incroyable de se louper à ce point-là, mais en tout cas le jeu lui, il est vraiment bien. Voilà, à toi. Ah bah écoute, c'était efficace. Tu m'as donné envie de jouer à Doom, alors je ne pensais pas ça possible. Alors pour moi, Marocco, en fait, moi je voulais parler d'un auteur de plein de comics et tout ça, et en fait, quelques heures avant d'enregistrer, on a appris la mort de Darwyn Cooke, qui est un de mes auteurs favoris, vraiment un auteur et dessinateur qui a touché à tout l'univers d'ici. Son œuvre la plus connue sans doute c'est New Frontier, qui est une des meilleures BD incluant Green Lantern. Si vous aimez Green Lantern, faut lire New Frontier. C'est un mec qui avait un style assez néo-rétro, un peu arrondi. Si vous connaissez Bruce Timm, lui aussi a travaillé sur la série animée Batman. Donc c'est un mec qui connaît un peu cette espèce esthétique rétro, mais qui est en même temps chaleureuse et qui donne envie de plus lire et connaître cette époque. Et il a fait son œuvre maîtresse peut-être, c'est l'adaptation des romans de Richard Stark, les polars. Ça s'appelle The Hunter, mais en fait il y en a plusieurs volumes. Si vous aimez le style néo-rétro, essayez Darwyn Cooke. Darwyn Cooke, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et moi, ça me fait de la peine que le cancer ait encore je te sens tout ému, là, effectivement. Ouais, moi, c'est un mec, il avait que 53 ans, quoi. Il avait encore toute sa carrière devant lui. Ah vache, ouais. Et voilà, Darwyn Cooke, c'est vraiment un coup de cœur que j'avais déjà depuis bien avant. Et sa mort est une grande perte. Prenez votre Amazon, allez chez votre bookstore préféré et demandez du Darwyn Cooke. Vraiment, c'est une œuvre qui le mérite complètement. Darwyn Cooke, voilà. Ça sera Marocco surprise que j'ai absolument pas préparé. Voilà, il fallait que j'en parle de Darwyn Cooke. D'accord, écoute, moi j'y jetterai un œil en tout cas. Alors vraiment, si tu as l'occasion, vas-y. Et tu sais quoi, pour la peine, vas-y, tu vas faire. C'est toi qui fais la fin. Voilà. Allez, je me décharge complètement. C'est vrai, c'est moi qui fais la fin. Alors, générique. C'est la fin du 9e épisode d'After Eight. On n'a pas beaucoup haté, mais bon, j'ai essayé sur Squeezie, mais tu m'as bien intercepté. On vous remercie. Mais en plus, je l'ai vraiment rencontré, il est vraiment gentil. Mais c'est tout à fait possible. C'est vrai que j'ai été un peu fort, je me suis emballé. Bon, toujours est-il qu'on vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait toujours plaisir d'entendre vos commentaires sur les conneries qu'on raconte, parce que mine de rien, on se retrouve, on discute comme si on était au bar PMU, et puis derrière, les gens ils aiment bien. Alors c'est cool pour nous, ça nous fait vraiment plaisir. On est à votre écoute. S'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu, n'hésitez pas à le dire sur after8.fr dans les commentaires, ou vous pouvez nous le dire sur notre Twitter @after8fr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes, parce que c'est grâce à ça qu'on va devenir des stars du showbiz surpayés. Ouais, en attendant, ça nous fait super plaisir. Ouais, et peut-être qu'on fera Danse avec les stars un jour comme ça. Pour toi, bon, Danse avec les haters. Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah, j'aime bien faire ça dans ce sens-là. Eh bien écoutez, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @KamuiRobotics. J'écris aussi pour Gamecult. J'ai repris le chemin du travail un petit peu, donc je vais avoir quelques articles sur Gamecult. Pixel Le Monde. Et aussi, écoute, j'en parle jamais, c'est bizarre, mais il faut que j'en parle. Je fais aussi Gaijin Dash sur Gamecult. Je parle aussi dans le micro pour Nos Ciné
et No Game, qui sont deux podcasts. Et puis bien sûr, supercinébattle.fr. Super Ciné Battle, le podcast dont vous voulez, que vous allez adorer sur le cinéma. Surtout les années 80, on commence par les années 80. Et toi, mon ami Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on me retrouve sur Twitter, Quix, KWYXZ, ne pas oublier le Z parce que sinon c'est un autre mec. J'écrirai un jour des nouveaux trucs sur Gaming Things 9UTX quand j'aurai le temps, peut-être sur Doom, on verra. Et sinon, je modère mollement les forums de GK, big up à Guéguerre. La phrase rituelle, vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud, toujours avec un peu de décalage parce qu'il faut supprimer les anciens épisodes. Je crois qu'il faudrait faire un jingle qui dit tout ça, de toute manière. On en avait déjà parlé, je l'ai pas fait, mais on le fera. À bientôt pour notre prochain épisode. Des bisous à tout le monde. Salut! Merci, à bientôt. Ciao! Eh bah tu vois, on a réussi à faire moins d'1 heure. Cool. Putain, on n'a pas du tout parlé de la trilogie du samedi. Ouais, mais c'est pas grave.